Bien, mesdames, messieurs, j'attendais un mot de présentation, mais c'est moi qui vais avoir le plaisir de le dire. Nous recevons donc, dans le cadre du CUM, Éric Zemmour pour une conférence assez exceptionnelle. Vous attendez tous votre présence. On s'excuse si vous avez des amis qui n'ont pas pu pénétrer. Vous savez que nous sommes quand même dans un climat très particulier, avec un plan Vigipirate niveau 5 et des mesures de sécurité exceptionnelles qui nous empêchent de pratiquer dans la convivialité la plus totale, comme nous faisons d'habitude. Un minimum de discipline, un minimum de respect s'impose à tous, plus que jamais dans le cadre de ces conférences. Éric Zemmour, le suicide français, Albin Michel, j'essaierai de lui poser les questions que vous avez envie de lui poser. Et je vous rappelle qu'à la fin de cette conférence, il y a une séance de dédicace où il restera le temps qu'il faut à votre disposition pour dédicacer ses livres et répondre peut-être aux questions que vous voudrez lui poser plus personnellement. Nous allons donc commencer tout de suite par l'actualité, la grande actualité. Bon, Éric Zemmour, ce livre sur lequel on va revenir abondamment, vous l'avez écrit après les événements dramatiques qu'ont connus la France au début du mois de janvier. Non, avant, oui, bien sûr. Oui, c'est parce qu'il est vieux, avant le mois de janvier. Et bien entendu, la première question que je voulais vous poser, Éric, c'est celle-là. Si vous aviez écrit après, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans ce livre ? Pas dans les faits, bien sûr, puisque c'est une suite de faits chronologiques aussi. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Écoutez, c'est simple. Je crois que je n'aurais pas changé un mot. Vous savez, je ne me suis pas arrêté par hasard. Vous aurez remarqué que le livre s'arrête dès 2008. En fait, j'aurais très bien pu continuer 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Si je me suis arrêté, c'est parce que je considérais que la messe était dite. C'est-à-dire que je considérais qu'à partir de ces 40 ans dont j'avais fait le récit, tout devait s'enclencher inéluctablement. Et là, j'avoue que c'est même au-delà de mes prévisions. C'est-à-dire que vous avez deux symboles. Le premier symbole qui est que des enfants de l'immigration nés en France assassinent des gens de Charlie Hebdo et des juifs de l'Hypercacher en exécutant, si vous voulez, une sentence judiciaire islamique, puisque c'est exactement ça. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on nous a dit, du terrorisme. Ce n'est pas des terroristes. Les terroristes, c'est pour faire peur à un État et pour pouvoir négocier quelque chose et éventuellement le faire reculer. Mais là, ce n'est pas le cas. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas de revendication. Ils ont exécuté en disant on a vengé le prophète, tout simplement parce qu'ils estimaient que, en fonction de la loi islamique, ils avaient blasphémé. Ça nous paraît, à nous, complètement fou parce que nous avons supprimé le délit de blasphème depuis la Révolution française. Il existait auparavant. Il était d'ailleurs depuis longtemps très peu utilisé. On nous cite toujours l'exemple du monsieur de la Barre, dont Voltaire a fait grand cas, mais c'était justement un cas exceptionnel, déjà au XVIIIe siècle. Donc, si vous voulez, c'est ça qui s'est passé. Donc, c'est ce que j'annonçais. J'annonçais dans mon livre qu'il y avait de plus en plus l'émergence sur le sol français d'un peuple dans le peuple, avec ses références, ses valeurs, sa morale, son Dieu, sa culture, ses héros, qui ne se reconnaissaient pas dans ceux du peuple français. Et donc ce peuple dans le peuple, évidemment, s'exprime de façon plus pacifique. Hein, c'est le mode de vie qui change dans beaucoup de quartiers de France, la halalisation de ces quartiers, comme dit Gilles Kepel. Et puis, il s'exerce de façon terriblement violente par ces actes-là. Mais tout ça, il y a un continuum. Vous comprenez, il y a un continuum entre ce que décrit la halalisation, la délinquance et cette exécution violente. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, alors que je n'aurais même pas imaginé, c'est que j'explique que les 40 dernières années de notre époque ont été
sous domination idéologique et culturelle d'une certaine pensée que j'appelle, pour parler vite, mais je pense qu'on va y revenir, post-68 Ardes, et qui, selon moi, a passé son temps à détruire la France, à déconstruire dans un premier temps, puis à la détruire, avec une arme terrible qui est la dérision. C'est ce que j'appelle les 3D. Déconstruction, dérision, destruction. Et j'explique dans tout le livre que à la pointe de cette action des 3D, il y a les comiques, il y a les artistes, il y a le symbole étant donné par Coluche, mais je pense qu'on y reviendra. Et là, évidemment, tous ces gens de Charlie Hebdo sont les incarnations absolues de ce que j'ai écrit de 520 pages. C'est-à-dire que Wolinski, Cabu, d'ailleurs avec un talent monstre, parce que c'est ça qu'on ne comprend jamais. On croit que je les dénonce parce que je ne les aime pas. C'est stupide. C'est une vision stupide. Justement, ils sont d'autant plus forts et d'autant plus redoutables et d'autant plus, à mon sens, pernicieux qu'ils ont du talent. C'est ça, ce qu'on ne comprend jamais, et que je leur reconnais un énorme talent. Justement, Wolinski et Cabu avaient un énorme talent. En plus, c'est mon adolescence. C'était pour nous des initiateurs. C'était pour nous, quand on est dans les années 70, quand on voulait voir une jolie pépé nue, on voyait les dessins de Wolinski. Ça nous faisait rêver. C'était notre truc de cul. Cabu, il se moquait de nos parents. Donc on adorait ça. Donc c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est pas, je suis pas dans le où j'aime pas. On n'est pas sur I like ou I don't like. C'est ridicule. Donc voilà. Et c'est ces gens-là qui ont imposé à la société leur idéologie déconstructrice, leur idéologie qui a sapé toutes les structures traditionnelles, leur culte de l'accueil, de l'ouverture, de l'autre, leur adoration de l'autre, jusqu'à la détestation de soi-même. Ce sont ces gens-là qui ont été pris pour cible. Comme si vous voulez, dans d'autres époques, on y aurait vu un signe des dieux. C'est-à-dire que là, il y a symboliquement la fin d'une époque. Et c'est justement cette époque-là que je décris sur 500 pages. On va y revenir. Juste une dernière question concernant l'actualité qui concerne les manifestations populaires qui sont suivies, les grands rassemblements. On aurait pu penser qu'il y ait de grands rassemblements qui soient un constat d'échec du vivre ensemble et qui accusent la classe politique d'avoir mené à cette situation. Or, on a insisté presque ad contrario à une manifestation qui a conforté la classe politique existante pour une redécouverte du vivre ensemble. Est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a d'abord une première, toute simple, qui est une magnifique opération de communication du pouvoir en place. Vous savez, il faut bien comprendre quelque chose. La Ve République est faite pour ça. C'est-à-dire que la Ve République a été inventée par le général de Gaulle pour qu'il y ait un roi. Et un roi qui incarne la nation. Et quand, dans la tradition française, depuis 1500 ans, depuis Philippe le Bel, depuis Saint-Louis, et ben quand le peuple a peur, il se réfugie sous les ailes du roi. C'est comme ça. Donc la Ve République a été faite pour ça. Donc François Hollande s'est très bien servi du génie, si j'ose dire, des institutions voulues par le général de Gaulle. Ça, c'est une première chose. Donc il ne faut pas vous étonner. On est en France, on n'est pas ailleurs. Donc la France a un roi élu, et donc le peuple de France vient demander à son roi de le protéger. Voilà, ça c'est la première phase. Donc ce n'est pas illogique. Bon. Maintenant, il y a une deuxième chose qui est effectivement là où vous n'avez pas tort, c'est-à-dire que ce qui s'est passé est en partie, et même complètement, le produit d'une politique depuis 40 ans, parce que c'est exactement celle que je raconte, ou d'une non-politique. Vous savez, quand le roi Louis XVI n'a pas fait tirer à de multiples occasions, il y avait un député monarchiste qui parlait de la non-lonté. Au lieu de la volonté, il appelait ça la non-lonté
de Louis XVI. On peut dire que nos dirigeants, depuis 40 ans, sont des rois de la non-longté. Donc ils laissent faire, ils laissent justement par faiblesse pourrir la société française, et ça explose au visage de tout le pays. Évidemment, vous avez raison, on aurait pu imaginer une manifestation de contestation de ces élites qui, de droite et de gauche, étaient responsables finalement de la politique qui avait conduit à ça. Sauf que ça venait en contradiction avec la première donnée que je vous ai livrée, c'est-à-dire la monarchisation du régime et de la France. Mais ce que vous indiquez est en germe quand même dans les manifestants, c'est-à-dire que qui a manifesté, qui n'a pas manifesté. Il y a eu un très bon papier de Jérôme Fourquet, il fait toujours des très bons papiers, Fourquet, de l'IFOP, dans Le Figaro, qui explique bien qui est venu et qui n'est pas venu. On voit bien, en fait, les gens qui se sont déplacés, à 80%, c'est plutôt, je dirais, droite modérée et socialiste, et plutôt socialiste que droite. Ceux qui ne sont restés à la maison, c'est les électeurs du Front National, les classes populaires, les électeurs de droite dure et les enfants de la banlieue. Voilà. Tous ces gens-là ne sont pas venus. Vous voyez ? Donc tous ces gens-là contestent l'idéologie du Charlie qu'on a voulu leur imposer. Troisièmement, vous parliez d'un mot qui m'amuse beaucoup parce que vous savez, depuis une vingtaine d'années, j'explique ça aussi dans le livre, on invente des mots quand la réalité n'existe plus. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, on vivait vraiment ensemble. Mais on ne parlait pas du vivre ensemble. Aujourd'hui, on ne vit plus ensemble, donc on parle du vivre ensemble. Et mieux que ça, vous avez remarqué de quoi parle-t-on quand on parle du vivre ensemble? Par exemple, on vous dit « Oh, c'est étonnant, à Sarcelles, ils ont attaqué des synagogues, à Créteil, ils ont agressé des juifs. Incroyable, pourtant, le vivre ensemble, c'était magnifique. » Mais de quoi parle-t-on? On parle de gens qui ne vivent pas ensemble, qui vivent en communauté, qui vivent justement séparés. Simplement, ils se supportaient. Ils se supportaient. C'est ça la vérité depuis des décennies. Et on vous dit, c'est le vivre ensemble. Ce n'est pas le vivre ensemble. Les mots ont un sens, vous comprenez? C'est justement parce qu'ils ne vivent plus ensemble, parce qu'ils n'ont plus de culture commune, parce que tout simplement, personne n'a plus de culture française. Donc chacun se replie sur sa culture d'origine, même se bricole une culture d'origine, même avec des pays étrangers qui deviennent des espèces de mythes absolus, chacun avec son drapeau. On donne à ses enfants des prénoms de ces pays-là. Mais on se fait enterrer parfois ailleurs. C'est pas être français, ça. Vous comprenez? Personne n'est français là-dedans. Et d'ailleurs, personne ne vit ensemble. Donc tout ça est un mensonge énorme. Si vous voulez, c'est vraiment une des choses auxquelles je tiens beaucoup dans le livre, c'est je démonte tous ces mots qui sont des attrape-couillons. Et c'est vous les couillons en plus. Ça m'aurait pas plu. Donc, il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça. Tout ça, si vous voulez, et donc, et c'est là où il y a effectivement quelque chose qui s'est passé le 11 janvier. C'est-à-dire que, avec une habileté diabolique, l'idéologie dominante qui a été démolie, qui a été vraiment rejetée, qui a été dénoncée par la réalité, parce qu'il s'était passé le 7, a réussi par un double salto arrière à retomber sur ses pattes. Ces gens-là sont des chats, ils ont 1000 vies. Il faut leur reconnaître un talent rhétorique et idéologique exceptionnel. Et c'est pour ça que depuis 40 ans, ils nous dominent. C'est pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire croire que
le problème fondamental de la France issue du 7 janvier, c'était l'islamophobie. Et que le danger le plus grand, c'était l'amalgame. Alors qu'il y avait des gens qui étaient morts. Là, j'avoue mon admiration. Je tire mon chapeau devant une telle subtilité rhétorique. Mais, si vous voulez, la réalité est très embêtante parce qu'elle est réelle. Ça, c'est un ennui de la réalité. Et donc, si vous voulez, on a eu exactement, vous avez remarqué, la même chose après les émeutes de 2005. À chaque fois, on retourne dans l'explication sociologisante et victimisante. Voilà. Et alors, je ne sais pas, si je sais votre question suivante, ne me demandez pas jusqu'à quand ça va tenir, je n'en sais rien. Je vous dis, à chaque fois, la réalité saute au visage et à chaque fois, jusqu'à présent, les maîtres de la pensée dominante retombent sur leurs pattes. Oui, alors tout ça est très intéressant, on va revenir sur le livre, mais c'est peut-être dû aussi au fait, Éric, que les médias, qui sont quand même un pouvoir idéologique, je parle des médias d'audiment, de l'audiovisuel, tirent dans le même sens, et comme des feuilletons américains ont présenté un certain nombre de fois des présidents américains noirs extraordinaires, ont préparé un peu, de manière virtuelle, l'élection d'Obama, la réalité, de la possibilité de la réalité, est-ce que le monde virtuel des médias n'est pas en train de progresser et de s'imposer à nous et de réussir son pari? C'est, si vous me permettez, beaucoup plus profond que ça. Les médias sont un moyen, une arme essentielle de ce que vous décrivez. Mais si vous voulez, c'est un travail de sape, c'est tout le livre. C'est-à-dire comment, par une action culturelle profonde, à travers une culture populaire, c'est-à-dire des chansons, des films, des séries, vous parlez des films américains, des séries américaines et des séries françaises, même des matchs de football, même, vous voyez, des livres parfois même, comment on a façonné un esprit public, comment on a endoctriné tout un pays et tout un continent. Donc c'est très profond. Si vous voulez, je vous dis, là vous résumez, je ne peux pas résumer tout le livre. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un travail qui a mis des décennies et qui a commencé par une déconstruction, puis la dérision qui a sapé tous les fondements, et aujourd'hui on arrive à la destruction. C'est pour ça, pour revenir à votre question initiale, est-ce que j'aurais changé un mot? Non, je n'avais pas besoin de changer un mot, puisque tout était écrit, si j'ose dire. Alors, une question qui divise beaucoup ceux qui étudient l'évolution de la société française et de sa politique, c'est la question de l'orchestre clandestin. Est-ce que depuis 40 ans, tout ça est programmé, manipulé, ou alors est-ce que c'est des gens assez malins qui se servent de l'actualité pour aller dans leur sens et que comme ils pensent globalement tout de même très majoritairement la même chose, ça les aide? Alors, la bulle, quoi. Oui. Est-ce que l'orchestre clandestin ou la bulle? Vous savez, je ne sais pas quoi vous répondre, parce que je ne pense pas aux chefs d'orchestre clandestins. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des groupes qui se réunissent. Hein. On peut en trouver des tas, des groupes plus ou moins secrets, plus ou moins connus, des gens plus ou moins importants qui se réunissent. Ça va du siècle jusqu'à le fameux Bilderberg, etc. etc. Tout est possible. Hein. Mais il n'y a pas de chef d'orchestre clandestin. Ça, je n'y crois pas. Je pense que c'est beaucoup plus intelligent que ça, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a des minorités qui ont des idées, qui ont une idéologie, et qu'ils pensent qu'ils sont l'avant-garde du peuple. Et qu'ils pensent, c'est depuis Lénine, que l'avant-garde a le droit d'imposer au peuple sa révolution. Et que le peuple ne comprend rien, mais que ce n'est pas grave, il est là pour suivre. Le fond de l'affaire, c'est ça. Et il y a des gens qui... Alors après, il y a des alliances. Il y a des calendriers communs. Il y a des rencontres. Il y a des évolutions. Il y a des notabilisations.
C'est-à-dire que le jeune révolutionnaire de 20 ans deviendra un notable à 40 ans, mais il continuera à faire avancer ses propres idées. Et il y a des systèmes de réseau, tout ça est reçu, tout ça n'a rien de mystérieux. Voilà. Donc, simplement, il y a eu une histoire très simple, qui est que, à partir des années 60, il y a un mouvement très profond dans tout l'Occident, parce que j'explique tout ça très longuement, mais je ne vais pas le faire ici. Il y a une révolution du capitalisme, il y a une révolution de la technologie, il y a une révolution des mentalités, etc. etc. Et dans ce cadre-là global, il y a des mouvements qui animent la jeunesse, une volonté révolutionnaire dans tout l'Occident. En France, elle prend, comme d'habitude, parce que nous revivons sans cesse nos journées révolutionnaires de 1789. C'est notre cadre particulier, c'est-à-dire que nous, depuis 1789, nous parodions en permanence nos journées révolutionnaires. Nous faisons 1830, nous faisons 1848, nous faisons 1870 et nous faisons 1968. Et à chaque fois, nous imitons, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les jeunes de l'époque imitent les glorieux ancêtres. Et ça se repasse encore dans mai 68. Tout ça dans un cadre mondial. Hein. Les Américains ont eu des mouvements dans les années 60, tous les pays européens les ont eus, mais ils n'ont pas les mêmes discours, parce qu'eux, ils n'ont pas 89. D'accord. Maintenant, il y a donc un affrontement en 68, et d'ailleurs, ce qui est amusant avec le recul, c'est que le général de Gaulle, lui aussi, fait exactement comme ses adversaires. Il rejoue la Révolution française, il prend l'hélicoptère, il va à Baden-Baden, il rejoue Louis XVI s'enfuyant, mais simplement là, comme il a un hélicoptère, lui évidemment il ne se fait pas arrêter à Varennes. Et donc, oui, il était bête Louis XVI, il n'avait pas pensé à l'hélicoptère. Il n'était pas très malin ce roi. Et donc lui voilà, il rejoue ça lui aussi. C'est ça qui est magnifique dans mai 68. Il y a un côté parodique. Il y a un côté parodique des deux côtés. Et consciemment, tout le monde est conscient qu'on joue quelque chose, qu'on joue une parodie des grands ancêtres. Voilà, ça c'est une première. Et d'ailleurs, parenthèse, les ancêtres eux-mêmes en 89, comme l'explique très bien Marx dans le coup d'État du 18 Brumaire, jouaient eux-mêmes des parodies du temps de la République romaine. Ça, c'est une parenthèse. Donc on ne cesse en fait sans cesse de se rejouer des histoires du passé. Bon. Et puis arrive une histoire qui, là, est neuve, c'est-à-dire que normalement, les révolutionnaires gagnent et ils doivent prendre le pouvoir. Et là, la révolution s'effondre parce que c'est une catastrophe. D'accord ? Et donc, il y a Bonaparte ou il y a Staline, c'est-à-dire une réaction pour remettre de l'ordre. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les révolutionnaires perdent. C'est De Gaulle qui gagne. C'est Louis XVI qui gagne. Parce qu'il est De Gaulle, évidemment, c'est autre chose. Et c'est Pompidou qui gagne. Donc, c'est l'ordre gaulliste. Et en fait, on s'aperçoit, c'est ça la thèse du livre, que ça a été la chance des perdants de perdre. Et oui, comme ils ont perdu, ils ont pu pourrir le vainqueur de l'intérieur. Et ils ont miné de l'intérieur ce pseudo-vainqueur. Et tout de suite, on voit, dès que De Gaulle a le dos tourné, et même déjà avant De Gaulle, ça avait commencé sous le général, il y avait des petites traces qui étaient mises, et ça prend un essor fou après. C'est pour ça que mon livre commence en 1970. Mais je n'exonère pas De Gaulle de tout, au contraire. D'ailleurs, le simple fait, il y a beaucoup de rapatriés d'Algérie, je me suis longtemps interrogé sur cette histoire. C'est passionnant, cette histoire. Au-delà de la douleur, des cas humains, etc., qu'on connaît tous, évidemment, nos parents, nos grands-parents, etc. Mais au-delà de ça, sur le plan de l'histoire, c'est tout à fait étonnant. Voilà le général de Gaulle. Qu'est-ce qu'il incarne ? Il incarne la France, il incarne celui qui se bat jusqu'au bout contre l'envahisseur, il incarne les valeurs héroïques de la France. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le contraire. C'est-à-dire qu'il range le drapeau alors qu'il a gagné la guerre. Et pourquoi il fait ça ? Il ne fait pas ça parce que c'est un lâche. Il ne fait pas ça parce que c'est un collabo. Non, au contraire. Il fait ça parce qu'il pense que c'est l'intérêt de la France. Donc c'est-à-dire qu'il renonce à ce qu'il incarne pour ce qu'il pense être l'intérêt de la France. Et les types qui s'opposent à lui, ils passent pour des fascistes, c'est le contraire. C'est eux les vrais gaullistes. C'est-à-dire que c'est eux qui lui disent « Non, les valeurs que tu défends toi, ce sont les valeurs héroïques de la France. Donc battons-nous et restons. » Vous voyez déjà le premier front renversé. Le deuxième front renversé, pourquoi il fait ça ? Parce qu'il pense
qu'il ne peut pas y avoir colombé les deux mosquées. Vous connaissez tous ce mot. Évidemment, la seule question qui compte pour le général de Gaulle, elle est démographique. Parce que le général de Gaulle, contrairement aux nains qui nous gouvernent depuis des années... Non, excusez-moi. Il sait que l'histoire est déterminée par la démographie. Les Américains ont une très jolie formule, ils disent « la démographie, c'est le destin ». Donc voilà, il le sait. Et donc il est obsédé par ça. Dès 1962, quelques mois après l'indépendance, il commence à dire au Conseil des ministres qu'il y a trop d'Algériens qui viennent en France. Quelques mois après. En fait, il a donné l'Algérie au FLN parce qu'il ne veut pas que les 10 millions d'Algériens soient français. C'est la seule raison. Et en face, les gens qui passent pour d'infâmes fascistes et racistes aux yeux de la gauche, c'est le contraire. Eux, c'est les plus universalistes. Paradoxe extraordinaire. Eux croient que les 10 millions d'Arabes peuvent devenir français et peuvent s'intégrer à la France. Et c'est eux qui passent pour des fascistes et des racistes. Deuxième paradoxe. Non mais, c'est extraordinaire. Et troisième paradoxe, c'est qu'en arrêtant la guerre d'Algérie, De Gaulle choisit la prospérité économique. Voilà, il dit, on ne va pas se trimballer 10 millions de pauvres qu'on va devoir porter à bout de bras et qui vont empêcher le développement économique de la France. Il a l'exemple à l'époque, les technocrates lui expliquent, lui montrent les Pays-Bas qui se sont débarrassés de l'Indonésie et la croissance a explosé. Et donc il se dit, on va faire pareil. Et ça marche. La croissance économique dans les années 60 est formidable. Sauf que mai 68, qu'est-ce que c'est? C'est une révolte matérialiste, c'est une révolte consumériste. Donc c'est les enfants de ce choix économique et consumériste du général de Gaulle qui vont l'abattre. Vous voyez, tout ça s'emboîte incroyablement dans cette histoire. Et donc, après, ces gens-là qui sont donc les vaincus, en fait, ils vont devenir les vainqueurs. Et toute l'histoire du livre, c'est comment les vaincus vont retourner leur défaite pour détruire le régime qui les a vaincus et pour détruire la France qui les a vaincus. Et donc il n'y a pas de complot, vous comprenez. Il y a des jeunes gens qui sont le plus souvent à l'extrême gauche. Il y a aussi d'ailleurs de l'autre côté des libéraux, c'est-à-dire des gens qui croient que l'économie doit être beaucoup plus libérale, que l'État doit se retirer, qui croient souvent en l'Europe, en la grande Europe, que la souveraineté nationale doit se coucher. Et là, il y a une alliance objective qui va se mettre en place petit à petit. On le voit. Je vais vous donner un exemple qui m'amuse beaucoup parce que je suis souvent dans cette polémique. Quand on dit, vous savez, pour l'école, quand on dit il faut supprimer les notes, tout ce discours pédagogiste, etc. Nous tous ici, on voit ça comme, évidemment, un discours de gauche qui, toujours de bisounours, qui ne veut pas de sanctions, etc. Et on a complètement oublié ce que nous balancent très pertinemment les défenseurs des pédagogistes, c'est que ce n'est pas l'extrême gauche qui a commencé ça. C'est Alain Peyrefitte, sous le général de Gaulle, ministre de l'Éducation nationale. C'est les ministres du général de Gaulle qui ont commencé le travail mis en place et continué pendant 40 ans. Et pourquoi ils le faisaient ? Il faut lire, je le cite longuement parce que c'est un livre extraordinaire, Le mal français d'Alain Peyrefitte. Il faut lire cette conversation incroyable entre Alain Peyrefitte et Georges Pompidou. C'est pas Ségolène Royal et Najat Vallaud-Belkacem. Hein. Il y a évidemment. Non, intellectuellement, c'est pas ça, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais il faut un peu s'accrocher, quoi. Bon, c'est évidemment. Qu'est-ce que disent ces deux normaliens ? C'est absolument passionnant. Peyrefitte lui dit, en fait, le drame français, c'est qu'on est des catholiques, de religion ou de culture, vous avez bien compris. C'est-à-dire des paysans, avec l'État, avec l'égalité, et qu'on n'est pas des protestants. Voilà, c'est ça. La grande idée des élites françaises depuis 1815, c'est mais pourquoi on n'est pas été protestant ? Pourquoi Louis XIV a viré les protestants ? Mais quelle connerie ! C'est ça que disent les élites françaises depuis 2 siècles. Et Peyrefitte reprend ce discours-là. Pourquoi on n'est pas protestant ? On serait libéraux, on serait commerçants, et on serait beaucoup plus souple dans les notes. Qu'est-ce que c'est que ces rigueurs ? C'est Peyrefitte. C'est le même discours. Et ce discours-là, auquel va s'opposer Georges Pompidou,
au nom de la France, au nom de l'État. Il dit à un moment, vous savez, je ne sais pas si les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, mais les jeunes doivent avoir oublié, pourtant c'est fondamental, le discours de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas en 1969. Et Pompidou dit à Perfit, très énervé, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'a pas prononcé une fois le mot nation, une fois le mot État? On dirait que ça lui écorche la gueule. Il est furieux. Il est furieux. Vous voyez les deux logiques, la logique libérale, la logique étatiste. Et cette logique libérale va rencontrer la logique gauchiste, si vous voulez, qui, eux, veulent détruire la culture bourgeoise par haine de la culture française, par haine de la France. Avec des libéraux qui disent « mais oui, il faut arrêter, là, il faut être américain, il faut être technicien, il faut être moderne, on ne va pas embêter les enfants avec Baudelaire, et voilà, il faut leur apprendre la technologie moderne, et puis il faut leur apprendre à être des commerçants, et puis à être dynamique, et puis à être audacieux. » Vous voyez, la rencontre des deux. Le résultat, vous l'avez sous les yeux. Alors on a évoqué le rôle de l'école, on peut y revenir un peu. C'est vrai que moi, je suis toujours stupéfait de la profusion des magazines qui parlent de l'histoire aujourd'hui. Il y a des dizaines de magazines spécialisés qui parlent de l'histoire, certains consacrés à Louis XIV, d'autres à Napoléon pour les plus connus, et comme si ils avaient bien compris qu'il y avait un besoin d'aller vers ce qu'on ne nous enseigne plus. Mais si vous voulez, alors là, on ne peut pas parler de complot, mais on peut parler d'agenda. Il faut enlever aux Français la mémoire de la France. Et là, une fois de plus, c'est la même alliance. Les uns, c'est au nom de l'Europe et de la modernité, qui ont bien compris que si pour devenir européen, il fallait oublier d'être français, parce que sinon ça ne marche pas, on est trop français, on est trop imprégné de notre culture, on est trop imprégné de notre histoire, et puis on a des réflexes, etc. Bon. Et les autres, c'est parce que l'extrême gauche, pour eux, la France, l'histoire de France n'est qu'un tissu de crimes. Que les Français sont un peuple de criminels, colonisateurs, pire que les nazis. Voilà. Ça, vous avez les deux camps. Et ces deux camps se tiennent la main depuis 40 ans. C'est assez simple à comprendre, en vérité. Donc il faut ôter l'histoire de France de la mémoire des Français. Je vais vous raconter une anecdote, et je ne donnerai pas de nom. J'étais, il y a quelques années, dans un débat chez Tadei, vous savez, sur la 3. Et j'ai eu un affrontement très dur avec un historien, un sociologue, qui défendait l'antiracisme militant, le multiculturel et le vivre ensemble, etc. Et je crois que j'ai été assez violent, assez dur avec lui. Donc il était un peu furieux, parce qu'il y a un côté, qui touche à la vanité de chacun d'entre nous quand on est à la télévision et quand il y a ces joutes. Vous savez, c'est comme dans la cour de récréation. Là, on redevient les petits garçons de 10 ans et il faut que le sang coule. Et donc, le sang avait coulé, il était furieux. Et donc, il m'attrape par le bras, comme ça, on allait à la salle de maquillage, et il me dit, de toute façon, tu peux dire ce que tu veux, on s'en fout, on tient les programmes scolaires. C'est une histoire extraordinaire, je peux vous dire. Et ça, c'était il y a 3-4 ans. Et quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, Najat Vallaud-Belkacem qui dit on va tout changer, laïcité, autorité, c'est du baratin. Vous avez bien compris que c'était un rideau de fumée. À qui elle va donner cet argent, les 800 millions, je ne sais pas quoi? Elle va donner cet argent à la Ligue de l'enseignement laïque. La Ligue de l'enseignement laïque, c'est depuis 40 ans le fond du multiculturalisme diffusé par l'école. C'est-à-dire que soi-disant, il est laïque, c'est plus Jules Ferry. Hein. C'est comme le syndicat des instituteurs. Ils étaient communistes avant. Aujourd'hui, ils défendent la théorie du genre. Ils défendent le multiculturalisme. Les enveloppes sont restées les mêmes. Ce qu'il y a dedans, c'est plus la même chose. C'est ce que j'explique dans le livre. La transmutation de tous ces gens. Il faut bien comprendre ça. On n'a plus affaire aux mêmes. Ils ont les mêmes noms, c'est ça qui nous trompe. Mais l'idéologie dedans n'est plus la même. C'est pour ça que vous verrez dans le livre, je rends même un hommage paradoxal à Georges Marchais. Vous verrez, il y a un chapitre, si vous l'avez lu, sur Georges Marchais. Parce que Georges Marchais, il y a un moment où, dans toute cette histoire, il comprend ce qui est en train de se passer.
C'est-à-dire qu'il comprend que lui, qui se croyait le vainqueur avec les gaullistes, il est dans le même sac, la même poubelle de l'histoire que ses grands adversaires et ses grands alliés en même temps gaullistes. Il le comprend en 80, 81, il comprend tout. Je raconte ça dans le livre. Et il y a un moment où il est exactement le dernier défenseur de la France traditionnelle, lui, le communiste révolutionnaire. C'est un moment assez fou dans l'histoire de France. Comme une partie de la classe ouvrière, d'ailleurs. Mais évidemment, mais depuis, d'ailleurs, les ouvriers votent Front National. Voilà. Marchais, il a été vaincu, et donc tout a basculé. Mais si vous voulez, toute cette histoire-là, depuis 40 ans, il faut bien comprendre, ça s'est passé, il y a eu, et vous verrez dans le livre, parce que la chronologie parle tout le temps. C'est pour ça, ça m'a amusé votre première question, l'attentat contre Charlie Hebdo. Oui, dans 10 ans, on comprendra bien tout ce que je viens de vous dire. C'est dans la suite logique, la chronologie parle. Alors, moi, il y a quelque chose qui me frappe et qui est souligné à plusieurs reprises dans votre livre, c'est la sémantique. L'évolution sémantique qu'on nous impose. Aujourd'hui, maintenant, les journalistes, chers confrères et néanmoins amis, n'arrêtent pas de dire le mot le plus à la mode, c'est dérapage. Quand quelqu'un dit quelque chose que ne pense pas un certain nombre de dominants ou de journalistes, c'est un dérapage. Donc, moi, je suis le roi du dérapage. Le roi du dérapage. L'empereur absolu. Schneiderman a dit que j'étais un dérapage sur pattes. Le Napoléon du dérapage. Et quand je dis Napoléon du dérapage, ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir, pas à vos ennemis, parce qu'ils préfèrent de loin Waterloo à Austerlitz. Bah oui. Hein, oui, hein. C'est drôle ce que vous dites quand vous parlez de dérapage. Il y a une très jolie formule de Philippe Muret, vous savez, le regretté Philippe Muret, qui disait, en parlant des bien-pensants, ils ne peuvent jamais déraper, ils sont la glace. Donc dérapage, mais ça n'est qu'un exemple, il y en a d'autres. Bien sûr. Moi j'ai vécu de l'intérieur, parce que je suis un vieux journaliste, comment a été imposé, sans que ça soit dit vraiment, l'expression jeune, pour ne plus préciser l'identité ethnique d'un certain nombre d'agresseurs à Paris. On nous a imposé, mais pas imposé en disant à partir de demain, dans la rédaction de Radio Monte-Carlo où j'étais, on dira jeune. Si vous disiez jeune, issu de machin, on commençait à vous regarder de travers. Et le milieu est très important, et l'autocensure très importante. Ça nous amène à parler, bon, vous le dites dans votre livre aussi, c'est vrai qu'on est glissé, moi quand j'étais plus jeune, on parlait de l'Holocauste. Aujourd'hui, plus personne n'emploie le mot de l'Holocauste, on ne parle plus que de Shoah. Exactement. Alors, ça c'est très important, il y a deux choses. Il y a deux choses qui s'emboîtent comme des poupées russes l'une dans l'autre. La première, c'est que, et ça c'est le génie des communistes qui avait été très bien dénoncé dans 1984, c'est-à-dire que les mots veulent dire le contraire de ce qu'ils disent vraiment. C'est-à-dire, vous vous souvenez, dans 1984, liberté, ça voulait dire esclavage, paix, ça voulait dire guerre, et on apprenait aux gens des mots qui voulaient dire le contraire de ce qu'ils disaient auparavant. Tout le travail, le lavage de cerveau par les communistes repose là-dessus. Et nous avons des enfants des communistes, il faut bien comprendre ça. Nous avons les antiracistes, les féministes, tous ces gens-là sont des enfants des communistes. Ils ont repris les mêmes méthodes. Donc ça, il faut bien, ça c'est une première chose. Et donc, les mots, ils font la guerre des mots. C'est-à-dire que les mots sont des armes de guerre et ils les imposent pour imprimer dans le cerveau des gens l'idéologie qu'ils défendent. Donc effectivement, vous avez raison, dérapage, donc vivre ensemble, donc vous voyez, tous ces mots-là ont un sens pour eux, qui n'est pas le sens de la réalité. Et deuxièmement, justement j'en arrive là, c'est le nominalisme. C'est-à-dire qu'ils nomment pour ne pas décrire, ils nomment pour effacer. C'est-à-dire que les mots servent à effacer la réalité. Voilà. Ça, on l'a bien vu. Après Charlie, c'est la même chose, tout ça. C'est pas d'amalgame. Voilà. Le danger, les types tuaient, je sais pas, 15 personnes, et non. Le danger, ce n'était pas eux, c'était pas la mort de ces types. Non, c'était l'amalgame. Quand on y pense, c'est extraordinaire. Donc le nominalisme, on nomme quelque chose qui n'existe pas pour lui donner une réalité qu'il n'a pas. Vous allez me prendre pour un fou, hein, mais
il faut bien que vous compreniez que vous êtes l'objet d'une guerre idéologique. Et que l'idéologie, c'est une guerre. Et que c'est une guerre des mots, justement. Et que les mots ont un sens. Et que quand on vous impose des mots, eh ben, votre cerveau en est changé. Et donc votre vision du monde en est changée. Et c'est pour ça que moi, je passe mon temps à être traité comme ça. C'est parce que justement, la première chose que je fais, c'est la guerre des mots. C'est-à-dire que je prends les mots qu'ils disent, je dis non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça n'existe pas. C'est un travail, ils n'ont pas l'habitude de ça. Donc je dérape, évidemment, puisqu'ils sont la glace. Merci. Alors, quand on est justement, on va venir à un autre sujet très important, mais qui est lié. Quand on est dans ce que vous avez décrit assez justement de guerre des mots, on essaye d'imposer les idées par la sémantique. Est-ce qu'on peut vraiment défendre la liberté d'expression? Mais la liberté d'expression, si vous voulez, c'est un mythe. Vous avez bien compris. C'est évidemment un mythe. En fait, nous vivons depuis 2 siècles, non pas sous le régime de la liberté d'expression, non pas sous cette phrase galvaudée de Voltaire, dont on n'est même pas sûr d'ailleurs qu'il l'ait prononcée, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai ou je mourrai, ça dépend des versions, pour que vous puissiez le dire. Non. La vraie phrase fondatrice de la modernité, en particulier en France, c'est la phrase de Saint-Just, « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». C'est cette phrase-là qui nous gouverne. Il faut bien que vous compreniez ça. Donc, si vous voulez, à partir de là, la liberté n'est qu'un mot pour imposer sa vision du monde. Si vous n'êtes pas dans cette vision du monde, vous n'avez pas de liberté. Si vous êtes dans cette vision du monde, vous avez la liberté d'imposer aux autres votre vision du monde. C'est tout. Alors, évidemment, c'est très difficile à avaler pour des Français qui se croient les porte-drapeaux de la liberté. Védrine a une très jolie formule, il dit « Nous ne sommes pas le pays des droits de l'homme, nous sommes le pays de la déclaration des droits de l'homme ». Je sais, je trouve ça assez joli, mais c'est assez juste. Mais Hubert Védrine dit souvent des choses très justes. C'est un analyste extraordinaire que j'ai l'occasion de connaître. Et donc je trouve cette formule excellente. Donc les anglo-saxons ils ont tous les défauts de la terre, mais ils sont les vrais pays de la liberté d'expression. Il ne faut pas leur enlever leur qualité. Vous savez, en fait, il y a dans les guerres de la Révolution et de l'Empire, parce qu'il faut revenir à ça, ces fondateurs, il y a un affrontement entre 2 conceptions de la modernité. La conception anglo-saxonne, la conception française. Les 2 conceptions ont leur grandeur. La conception anglo-saxonne, c'est la liberté, et donc l'inégalité. La conception française, c'est l'égalité, et donc pas de liberté. Ça ne veut pas dire, vous comprenez bien que ça ne veut pas dire que c'est les faire, hein, vous avez bien compris. Quand je dis pas de liberté, ça veut dire que le collectif doit l'emporter, c'est l'égalité. C'est les 2 conceptions. Et l'affrontement entre l'Angleterre et la France napoléonienne, c'est ça. Donc aujourd'hui, on est en France, on est un des pays les moins libres de l'Occident démocratique. Nous avons un arsenal de lois que moi je qualifie de liberticide depuis la loi Pleven. Vous voyez, 72, je vous ai dit, la chronologie. Oui. Dans votre livre, ça, on le voit très bien. Tout de suite, dès 72, au nom de l'antiracisme, au nom d'une conception suprême de l'humanité, immédiatement, on commence à verrouiller la liberté au nom de la lutte contre les discriminations, les stigmatisations. Ça commence avec la loi Pleven. Par exemple, vous savez, c'était le jeu de l'auteur du Camp des Saints, vous savez, ce livre qui racontait, vous connaissez tous ici ce livre, il l'a publié en Jean Raspail. Il l'a publié en 1973. Il l'a réédité il y a 2-3 ans. Et un avocat a fait le compte. C'est-à-dire que ce livre aurait pu être attaqué, je crois, des dizaines et des dizaines de fois. Alors qu'en 1973, il n'a pas été attaqué du tout. En 40 ans, nous avons accumulé un corset de lois liberticides à partir de cette fameuse loi Pleven, encore une fois avec les meilleures intentions du monde, vous avez bien compris. C'est pour ça que je vous dis pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Ce n'est pas au nom d'un ordre rétrograde, conservateur, non, c'est au nom du progrès, c'est au nom de l'humanité qu'on corsette et on enferme
la liberté de pensée et d'opinion. Je vous passe toutes les lois, la loi Guesso, les lois sur les discriminations, tout ça. On pourrait faire 1 heure là-dessus. Dès le début, dès 72. Et ça nous permet Des lois votées toujours à l'unanimité, pardonnez-moi. À l'Assemblée, toujours à l'unanimité. qui nous permet de revenir sur les humoristes. Il est vrai que quand on prend certains sketchs de Desproges ou de Coluche, aujourd'hui, ils tomberaient comme un vulgaire Dieudonné sous le coup de la loi pour prendre l'évolution de ça. Ça aussi, c'est un moment très intéressant. En fait, il faut bien que vous compreniez quelque chose. Ces gens-là, dont on vante toujours le talent, etc., avec raison, et la liberté de ton, de propos, etc., avec raison aussi. Mais pourquoi ? Parce que, si vous voulez, j'explique ça dans le livre, il y a 3 grandes parties. Il y a les années 70, qui sont les périodes de la déconstruction. Dans les années 70, le pouvoir traditionnel, la France traditionnelle, paraît encore puissante. Et donc, il y a des jeunes gens qui donnent des coups contre cette vieille France. Mais cette vieille France, si elle est encore belle, la façade est encore belle, en vérité, elle ne tient plus rien. Vous comprenez ? L'Église ne censure plus. Le pouvoir gaulliste censure à la marge. Tout ça est monté en crème depuis. En vérité, ce sont des vrais libéraux. Mais parce qu'ils ne se sentent plus en capacité d'imposer leur vision. D'accord ? Ces gens-là, ces jeunes rebelles, qui veulent démolir les vieilles institutions au nom du progrès, au nom de la liberté, au nom de l'antiracisme, au nom du féminisme, au nom de l'individualisme, etc., etc. À partir des années 80, c'est la 2e partie du livre, là, ils commencent à prendre le pouvoir. Ils ont les médias, Canal+, ils ont les lobbies, le lobby homosexuel, le CRIF, les lobbies antiracistes. Tout ça, ils commencent à s'organiser, ils commencent à prendre le pouvoir. Mais eux ne vont pas supporter l'opposition, ils ne vont pas supporter la critique, ils ne vont pas supporter la dérision qui leur a permis à eux de détruire l'ancien pouvoir. Et donc, à partir des années 90, mais ils vont verrouiller tout ça. Terminé, fini de rire. Donc, les Coluche, les Desproges, dont on parle tout le temps avec raison, c'est que simplement, ils ont été dans une période transitoire où le vieux pouvoir n'était plus assez puissant et où le nouveau pouvoir n'était pas encore assez puissant. Et donc, ils ont profité d'un moment de liberté extraordinaire, les années 70-80. Extraordinaire, qu'on ne verra plus avant longtemps. Parce que dans les années 50, la pruderie du vieux monde paysan catholique l'empêchait, et dans les années 90, ce que moi j'appelle une nouvelle pruderie de l'ordre féministe, antiraciste, etc., l'empêche. Et il y a 20 ans où tout est permis. Et ça donne ça. Ça donne ces gens qui sont extraordinaires, parce que tout leur est permis. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, on va faire un peu le côté critique. On va revenir sur ce qu'on reproche le plus souvent à Éric Zemmour, pour qu'il réponde un peu. C'est vrai qu'on vous reproche... Non, on ne va pas passer la nuit avec moi, ça sera vite fait. On reproche ce côté misogyne. Alors, on dit toujours... mais c'est pas moi qui parle. J'ai le droit quand même de me faire le porte-parole de ceux qui ne sont pas en adoration devant Éric. C'est vrai qu'on vous reproche le côté un peu misogyne. C'est un combat difficile, mais vous le montrez bien. Le féminisme aussi a été dévoyé. Non, en fait, non, c'est pas exactement ça. C'est que, d'abord, il faut bien comprendre que dans la logique que j'ai décrite tout à l'heure de la guerre idéologique, on n'attaque plus des idées. Il faut bien comprendre. On catalogue moralement et affectivement. C'est-à-dire que celui avec qui on n'est pas d'accord n'a pas des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord. Non. Il est méchant. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est un jugement moral. Donc on ne me dit pas « vous avez tort », on me dit « vous êtes misogyne, vous êtes homophobe, vous êtes raciste, vous êtes xénophobe, vous êtes islamophobe ». Vous comprenez ? Ce n'est pas des arguments, ça. C'est un jugement de valeur. Vous comprenez ? On ne vous dit pas « je vais démontrer que vous avez tort ». Non. On vous dit « mais qu'est-ce que vous êtes méchant ?» Mais ce n'est pas un argument. C'est ça, aujourd'hui, le débat d'idées. On ne débat pas sur la raison, on psychologise.
il est méchant parce qu'il a eu un problème avec sa mère. Non mais c'est ça. Il est méchant parce qu'il a des problèmes sexuels. Ils sont allés jusque-là. Il est très méchant avec les femmes, il a peur des femmes. Ouh là là, c'est profond ça comme argument. Voilà, c'est ça. C'est ça aujourd'hui le débat idéologique et politique français. Vous voyez, on est tombé très bas. Donc, la misogynie, c'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est en vérité ? Si vous voulez, j'essaye d'analyser une situation, vous avez compris, comment on a déconstruit le vieux monde. Dans cette déconstruction, un élément essentiel, parce que je commence par ça, c'est la mort du patriarcat. Qu'on le veuille ou non, c'est un élément essentiel. On peut s'en réjouir, mais c'est essentiel. C'est-à-dire la loi du père. Et, comme dit Aldo Naori, le grand pédopsychiatre, à partir du moment où il n'y a plus de loi du père, il n'y a plus de loi. C'est quand même simple. À partir du moment où il n'y a plus de loi du père, il n'y a plus de limite. Parce que le père est là pour séparer la mère de l'enfant. Et la mère est là pour assouvir les besoins de l'enfant. À partir du moment où il n'y a plus le père pour lui dire « stop », il n'y a plus de limite aux besoins. Et donc, nous sommes dans le caprice permanent. C'est pas de la misogynie. C'est pas détester les femmes que de dire ça. C'est pas avoir peur des femmes que de dire ça. C'est stupide. Enfin, moi, je trouve ça stupide. Au contraire, c'est magique. Une femme et une mère qui dit oui à son enfant. Je ne suis pas en train de dire que c'est stupide. Je ne suis pas en train de dire qu'elles ont tort. Non. Le problème, c'est qu'elles sont toutes seules. Et qu'on a détruit l'équilibre. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'essaye d'expliquer, sans tomber dans la théorie du complot qu'on me reproche tout le temps, qui est encore une fois une bêtise. J'essaye d'expliquer pourquoi ça s'est passé. Parce que c'est intéressant de savoir pourquoi. Ça aurait pu se passer autrement. J'essaye de comprendre et je trouve dans des livres très intéressants, parce que ce sont des Américains, et que les Américains ont connu ça 30 ans avant nous, et que pourquoi ? Parce que le capitalisme américain était en avance sur nous. Donc évidemment, comme il est en avance sur nous, eh ben, il trouve des solutions qu'on va adopter 30 ans plus tard. Donc je lis dans Christopher Lasch, très intéressant, sociologue mort aujourd'hui, qui explique dès les années 70 que dans les années 20, le capitalisme subit une double mutation. La première, il taylorise, vous vous souvenez, hein, Charlot, les temps modernes, donc il doit transformer les ouvriers en machines, hein, toujours la même chose, vous vous souvenez tous. Et deuxièmement, il y a des problèmes de surproduction, la crise de 29, et donc il faut transformer les gens en consommateurs pour avoir des débouchés. D'accord ? Ça, c'est les deux mutations. Et comment Christopher Lasch explique ça ? Comment on est arrivé à ça ? Tout simplement en détruisant le père de famille. Le père de famille ouvrier, puisqu'il fallait détruire sa fierté de son travail pour en faire une machine. Et deuxièmement, pour transformer tout le monde, hommes, femmes, enfants, en super consommateurs, il fallait tuer la loi du père, puisque c'était la limite. Donc il fallait nous transformer tous en capricieux, inassouvis en permanence. Vous voyez, on est loin de la misogynie. Et comment Christopher Lasch explique ça ? Il explique que dès les années 20, il y a une alliance entre les grands patrons, les psys en tout genre et les féministes pour donner l'assaut au nom du bonheur, exactement comme aujourd'hui, hein, la résilience et autres fadaises, là vous connaissez tout ça. Oui, non, c'est le roi de la fadaise, lui. Alors lui, c'est la résilience, c'est le plus fort. Et donc, Cyrulnik, si vous nous écoutez, voilà, oui, bonjour. Bonjour. Il a l'habitude avec moi, vous inquiétez pas. Donc c'est ça. Et donc c'est le bonheur qui devient le dictateur et qui doit diriger tous nos esprits pour pouvoir consommer et pour pouvoir faire tourner notre machine économique. Vous voyez, c'est ça. Et donc ce que j'appelle la féminisation de la société, c'est ça. Ça veut dire la destruction de la loi du père pour pouvoir nous transformer tous en hyper-consommateurs. Vous voyez, on est loin de ce quoi on m'accuse. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois ce diagnostic fait, aujourd'hui, on est à la deuxième partie. C'est-à-dire qu'au départ, le féministe, qu'est-ce que c'était ? C'était deux choses. La première, c'était
vous savez, le premier capitalisme, puisqu'on parlait du capitalisme, le premier capitalisme, c'était le capitalisme qui avait mis les femmes, entre guillemets, à la maison. C'est pas moi, contrairement à ce qu'on dit. C'est le premier capitalisme. Pourquoi ? C'est le 19e siècle, vous avez bien compris. Les femmes, elles avaient toujours travaillé. Elles étaient avec leur mari paysan, elles s'occupaient de la ferme comme leur mari. Et c'est même elles, en France, qui allaient vendre les produits au marché. Au Moyen-Âge, c'est comme ça. On est loin de l'enfermement dans les cultures arabo-orientales, qui est une autre civilisation. On peut parler, si ça vous intéresse, Lévi-Strauss a écrit des choses magnifiques là-dessus. On peut expliquer pourquoi aussi leur enfermement. Mais ce n'était pas la civilisation chrétienne. Bon. Le 19e siècle les met à la maison tout simplement parce que le premier capitalisme est un capitalisme de l'épargne. Il faut épargner. Et donc les familles servent de transmission du patrimoine. Il faut élever des patrimoines. Et donc on fait cette distinction, vous voyez, avec le code civil, avec l'organisation de la famille traditionnelle, qu'on appelle traditionnelle, mais en fait qui ne date que du 19e siècle. Qu'est-ce que c'est qu'à partir des années 60 ? C'est simplement la fin de cette parenthèse qui n'a duré en vérité qu'un siècle. Donc, vous voyez, les femmes reviennent, entre guillemets, les ouvrières n'ont jamais quitté le travail. Il y a toujours eu des ouvrières dans les usines. Il y a toujours eu des femmes avec leurs maris dans les artisans. Donc, voilà, ça c'est si vous voulez, un rattrapage. Voilà, un rattrapage après une parenthèse donnée pour une première étape du capitalisme. La deuxième chose, c'est deux choses différentes. C'est que certaines théoriciennes, comme Simone de Beauvoir, veulent que les femmes soient le nouveau prolétariat et plaquent l'analyse marxiste de la guerre entre ouvriers et patrons sur les femmes et les hommes. C'est-à-dire que les femmes sont le nouveau peuple ouvrier, le nouveau prolétariat. Ça, c'est autre chose. Là, il y a une volonté révolutionnaire, c'est-à-dire de faire tenir aux femmes le rôle révolutionnaire qui doit renverser la vieille société patriarcale. Et donc, dans un premier temps, d'où la fameuse phrase « on n'est pas femme, on le devient », qui est stupide, en vérité. Parce qu'on devient une femme, oui, mais on est aussi femme. C'est les deux, en vérité. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que la nature et la culture, c'est allié. Mais Pascal l'a déjà dit, et j'imagine qu'avant, d'autres l'avaient dit avant. Vous comprenez ? Cette alliance entre nature, aujourd'hui on dit biologique, et culture, aujourd'hui on dit a priori, etc., c'est vieux comme le monde. Bon. Mais qu'est-ce qu'on dit ? On dit non, on ne naît pas femme. Donc ça veut dire que tout est culturel, tout est social. Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que madame n'est pas une femme. Elle n'est femme que dans le regard de l'autre. Si vous voulez, vous pouvez être un homme. Ça vous embouche un coin. Hein ? Et monsieur se ferait une femme ravissante. Il s'est laissé aller bêtement, il s'est soumis à la doxa dominante, au regard des autres. Mais en fait, il ferait une femme parfaite. C'est ça. Vous remarquerez que pour Éric Zemmour, contrairement à ce qu'on dit, la femme parfaite existe. Ah oui, bien sûr. Non mais, vous voyez, c'est ça. Il faut bien comprendre ça. On n'est pas femme, on le devient. Poussé aujourd'hui dans ce qu'ils appellent la théorie du genre, que maintenant ils se cachent derrière en disant mais non, elle n'existe pas. Ce qu'il disait le contraire il y a 3-4 ans, mais peu importe, c'est pas grave. C'est ça. Ça veut dire que tout est culturel. Tout est construit socialement par le regard de la société. Donc tout peut être déconstruit. Vous voyez, on en revient à mon histoire de la déconstruction. Et donc, rien n'est naturel. Et ils en sont, je ne sais pas si vous avez vu ça quand même dans Libération, ils en sont à prôner des piqûres pour arrêter la croissance des adolescents qui ne se sentiraient pas, comme ils disent dans leur jargon, hommes ou femmes. C'est-à-dire des petits garçons qui diraient « moi, je ne suis pas un garçon », on le pique et on arrête sa croissance. Pareil pour les filles. Mais je vous assure que c'est vrai, je n'invente rien. On est exactement dans les théoriciens nazis. Mengele faisait des expériences comme ça. Il s'amusait beaucoup. On est là. Donc, et ça, c'est au nom, comme je l'ai dit tout à l'heure, du progrès, au nom de l'amélioration, au nom de la liberté. Hein. Vous l'avez dit, l'eugénisme, c'est pareil. Évidemment. Donc, vous voyez, ça, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que la négation, le féminisme devient ce qu'il était en germe, c'est-à-dire comme tous les ismes, une idéologie totalitaire.
puisqu'il interdit certains mots et il commence à traficoter les corps et à jouer avec les hommes et les femmes. Et vous avez vu toute la polémique sur la théorie du genre, sur la ligne azur. J'étais en pointe dans cette théorie, dans cette polémique, et pour cause. Parce que vous avez bien compris que le gouvernement a menti de bout en bout. Et que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Conseil d'État lui a donné tort. Le Conseil d'État s'est passé complètement inaperçu. Le Conseil d'État, qui n'est pas l'antre de la réaction, qui n'est pas du tout vraiment sur ma ligne, c'est le moins qu'on puisse dire, le Conseil d'État a quand même dit que toute cette histoire de théorie du genre, de ligne azur, où on demandait à des enfants de 10 ans d'appeler pour savoir s'ils étaient homosexuels et quelles pratiques sexuelles ils préféraient, c'était un scandale. L'État a été condamné. Madame Najat Vallaud-Belkacem ne le dit pas, hein, parce qu'à l'époque, elle traitait de menteurs des gens comme moi qui le disaient. Donc, si vous voulez, ça, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est passé au stade suprême. C'est devenu un totalitarisme qui veut changer les mots, changer les réalités et effectivement imposer ces règles à des gens qui n'en veulent pas. Alors, bien, mesdames, messieurs, j'attendais un mot de présentation, mais c'est moi qui vais avoir le plaisir de le dire. Nous recevons donc, dans le cadre du CUM, Éric Zemmour pour une conférence assez exceptionnelle. Vous attendez tous votre présence. On s'excuse si vous avez des amis qui n'ont pas pu pénétrer. Vous savez que nous sommes quand même dans un climat très particulier, avec un plan Vigipirate niveau 5 et des mesures de sécurité exceptionnelles qui nous empêchent de pratiquer dans la convivialité la plus totale, comme nous faisons d'habitude. Un minimum de discipline, un minimum de respect s'impose à tous, plus que jamais dans le cadre de ces conférences. Éric Zemmour, le suicide français, Albin Michel, j'essaierai de lui poser les questions que vous avez envie de lui poser. Et je vous rappelle qu'à la fin de cette conférence, il y a une séance de dédicace où il restera le temps qu'il faut à votre disposition pour dédicacer ses livres et répondre peut-être aux questions que vous voudrez lui poser plus personnellement. Nous allons donc commencer tout de suite par l'actualité, la grande actualité. Bon, Éric Zemmour, ce livre sur lequel on va revenir abondamment, vous l'avez écrit après les événements dramatiques qu'ont connus la France au début du mois de janvier. Non, avant, oui, bien sûr. Oui, c'est parce qu'il est vieux, avant le mois de janvier. Et bien entendu, la première question que je voulais vous poser, Éric, c'est celle-là. Si vous aviez écrit après, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans ce livre ? Pas dans les faits, bien sûr, puisque c'est une suite de faits chronologiques aussi. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Écoutez, c'est simple. Je crois que je n'aurais pas changé un mot. Vous savez, je ne me suis pas arrêté par hasard. Vous aurez remarqué que le livre s'arrête dès 2008. En fait, j'aurais très bien pu continuer 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Si je me suis arrêté, c'est parce que je considérais que la messe était dite. C'est-à-dire que je considérais qu'à partir de ces 40 ans dont j'avais fait le récit, tout devait s'enclencher inéluctablement. Et là, j'avoue que c'est même au-delà de mes prévisions. C'est-à-dire que vous avez deux symboles. Le premier symbole qui est que des enfants de l'immigration nés en France assassinent des gens de Charlie Hebdo et des juifs de l'Hypercacher en exécutant, si vous voulez, une sentence judiciaire islamique, puisque c'est exactement ça. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on nous a dit, du terrorisme. Ce n'est pas des terroristes. Les terroristes, c'est pour faire peur à un État et pour pouvoir négocier quelque chose et éventuellement le faire reculer. Mais là, ce n'est pas le cas. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas de revendication. Ils ont exécuté en disant on a vengé le prophète, tout simplement parce qu'ils estimaient que, en fonction de la loi islamique, ils avaient blasphémé. Ça nous paraît, à nous, complètement fou parce que nous avons supprimé le délit de blasphème depuis la Révolution française. Il existait auparavant. Il était d'ailleurs depuis longtemps très peu utilisé. On nous cite toujours l'exemple du monsieur de la Barre, dont Voltaire a fait grand cas, mais c'était justement un cas exceptionnel, déjà au XVIIIe siècle.
Donc, si vous voulez, c'est ça qui s'est passé. Donc, c'est ce que j'annonçais. J'annonçais dans mon livre qu'il y avait de plus en plus l'émergence sur le sol français d'un peuple dans le peuple, avec ses références, ses valeurs, sa morale, son Dieu, sa culture, ses héros, qui ne se reconnaissaient pas dans ceux du peuple français. Et donc ce peuple dans le peuple, évidemment, s'exprime de façon plus pacifique. Hein, c'est le mode de vie qui change dans beaucoup de quartiers de France, la halalisation de ces quartiers, comme dit Gilles Kepel. Et puis, il s'exerce de façon terriblement violente par ces actes-là. Mais tout ça, il y a un continuum. Vous comprenez, il y a un continuum entre ce que décrit la halalisation, la délinquance et cette exécution violente. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, alors que je n'aurais même pas imaginé, c'est que j'explique que les 40 dernières années de notre époque ont été, sous domination idéologique et culturelle d'une certaine pensée que j'appelle, pour parler vite, mais je pense qu'on va y revenir, post-68arde, et qui, selon moi, a passé son temps à détruire la France, à déconstruire dans un premier temps, puis à la détruire, avec une arme terrible qui est la dérision. C'est ce que j'appelle les 3D. Déconstruction, dérision, destruction. Et j'explique dans tout le livre que, à la pointe de cette action des 3D, il y a les comiques, il y a les artistes, il y a le symbole étant donné par Coluche, mais je pense qu'on y reviendra. Et là, évidemment, tous ces gens de Charlie Hebdo sont les incarnations absolues de ce que j'ai écrit de 520 pages. C'est-à-dire que Wolinski, Cabu, d'ailleurs avec un talent monstre, parce que c'est ça qu'on ne comprend jamais. On croit que je les dénonce parce que je ne les aime pas. C'est stupide. C'est une vision stupide. Justement, ils sont d'autant plus forts et d'autant plus redoutables et d'autant plus, à mon sens, pernicieux qu'ils ont du talent. Mais c'est ça, ce qu'on ne comprend jamais, et que je leur reconnais un énorme talent. Justement, Wolinski et Cabu avaient un énorme talent. En plus, c'est mon adolescence. C'était pour nous des initiateurs. C'était pour nous, quand on est dans les années 70, quand on voulait voir une jolie pépé nue, on voyait les dessins de Wolinski. Ça nous faisait rêver. C'était notre truc de cul. Cabu, il se moquait de nos parents. Donc on adorait ça. Donc c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est pas, je suis pas dans le où j'aime pas. On n'est pas sur I like ou I don't like. C'est ridicule. Voilà. Et c'est ces gens-là qui ont imposé à la société leur idéologie déconstructrice, leur idéologie qui a sapé toutes les structures traditionnelles, leur culte de l'accueil, de l'ouverture, de l'autre, leur adoration de l'autre, jusqu'à la détestation de soi-même. Ce sont ces gens-là qui ont été pris pour cible. Comme si vous voulez, dans d'autres époques, on y aurait vu un signe des dieux. C'est-à-dire que là, il y a symboliquement la fin d'une époque. Et c'est justement cette époque-là que je décris sur 500 pages. On va y revenir. Juste une dernière question concernant l'actualité qui concerne les manifestations populaires qui sont suivies, les grands rassemblements. On aurait pu penser qu'il y ait de grands rassemblements qui soient un constat d'échec du vivre ensemble et qui accusent la classe politique d'avoir mené à cette situation. Or, on a insisté presque ad contrario à une manifestation qui a conforté la classe politique existante pour une redécouverte du vivre ensemble. Est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a d'abord une première, toute simple, qui est une magnifique opération de communication du pouvoir en place. Vous savez, il faut bien comprendre quelque chose. La Ve République est faite pour ça. C'est-à-dire que la Ve République a été inventée par le général de Gaulle pour qu'il y ait un roi. Et un roi qui incarne la nation.
Et quand, dans la tradition française, depuis 1500 ans, depuis Philippe le Bel, depuis Saint-Louis, et bien, quand le peuple a peur, il se réfugie sous les ailes du roi. C'est comme ça. Donc la Ve République a été faite pour ça. Donc François Hollande s'est très bien servi du génie, si j'ose dire, des institutions voulues par le général de Gaulle. Ça, c'est une première chose. Donc il ne faut pas vous étonner. On est en France, on n'est pas ailleurs. Donc la France a un roi élu, et donc le peuple de France vient demander à son roi de le protéger. Voilà. Ça a été, c'est la première phase. Donc ce n'est pas illogique. Bon. Maintenant, il y a une deuxième chose qui est effectivement là où vous n'avez pas tort, c'est-à-dire que ce qui s'est passé est en partie, et même complètement, le produit d'une politique depuis 40 ans, puisque c'est exactement celle que je raconte, ou d'une non-politique. Vous savez, quand le roi Louis XVI n'a pas fait tirer à de multiples occasions, il y avait un député monarchiste qui parlait de la non-lonté. Au lieu de la volonté, il appelait ça la non-lonté de Louis XVI. On peut dire que nos dirigeants, depuis 40 ans, sont des rois de la non-lonté. Donc ils laissent faire, ils laissent justement par faiblesse pourrir la société française, et ça explose au visage de tout le pays. Évidemment, vous avez raison, on aurait pu imaginer une manifestation de contestation de ces élites qui, de droite et de gauche, étaient responsables finalement de la politique qui avait conduit à ça. Sauf que ça venait en contradiction avec la première donnée que je vous ai livrée, c'est-à-dire la monarchisation du régime et de la France. Mais ce que vous indiquez est en germe quand même dans les manifestants, c'est-à-dire que qui a manifesté, qui n'a pas manifesté. Il y a eu un très bon papier de Jérôme Fourquet, il fait toujours des très bons papiers, Fourquet, de l'IFOP, dans Le Figaro, qui explique bien qui est venu et qui n'est pas venu. On voit bien, en fait, les gens qui se sont déplacés, à 80%, c'est plutôt, je dirais, droite modérée et socialiste, et plutôt socialiste que droite. Ceux qui ne sont restés à la maison, c'est les électeurs du Front National, les classes populaires, les électeurs de droite dure et les enfants de la banlieue. Voilà. Tous ces gens-là ne sont pas venus. Vous voyez ? Donc tous ces gens-là contestent l'idéologie du Charlie qu'on a voulu leur imposer. Troisièmement, vous parliez d'un mot qui m'amuse beaucoup parce que vous savez, depuis une vingtaine d'années, j'explique ça aussi dans le livre, on invente des mots quand la réalité n'existe plus. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, on vivait vraiment ensemble. Mais on ne parlait pas du vivre ensemble. Aujourd'hui, on ne vit plus ensemble, donc on parle du vivre ensemble. Et mieux que ça, vous avez remarqué de quoi parle-t-on quand on parle du vivre ensemble? Par exemple, on vous dit « Oh, c'est étonnant, à Sarcelles, ils ont attaqué des synagogues, à Créteil, ils ont agressé des juifs. Incroyable, pourtant, le vivre ensemble, c'était magnifique. » Mais de quoi parle-t-on? On parle de gens qui ne vivent pas ensemble, qui vivent en communauté, qui vivent justement séparés. Simplement, ils se supportaient. Ils se supportaient. C'est ça la vérité depuis des décennies. Et on vous dit, c'est le vivre ensemble. Ce n'est pas le vivre ensemble. Les mots ont un sens, vous comprenez? C'est justement parce qu'ils ne vivent plus ensemble, parce qu'ils n'ont plus de culture commune, parce que tout simplement, personne n'a plus de culture française. Donc chacun se replie sur sa culture d'origine, même se bricole une culture d'origine, même avec des pays étrangers qui deviennent des espèces de mythes absolus, chacun avec son drapeau. On donne à ses enfants des prénoms de ces pays-là. Mais on se fait enterrer parfois ailleurs. C'est pas être français, ça. Vous comprenez? Personne n'est français là-dedans. Et d'ailleurs, personne ne vit ensemble. Donc tout ça est un mensonge énorme
Si vous voulez, c'est vraiment une des choses auxquelles je tiens beaucoup dans le livre, c'est je démonte tous ces mots qui sont des attrape-couillons. Et c'est vous les couillons en plus, ça m'aurait pas plu. Donc, il faut bien comprendre ça, tout ça, si vous voulez, et donc, et c'est là où il y a effectivement quelque chose qui s'est passé le 11 janvier. C'est-à-dire que, avec une habileté diabolique, l'idéologie dominante qui a été démolie, qui a été vraiment rejetée, qui a été dénoncée par la réalité, parce qu'il s'était passé le 7, a réussi par un double salto arrière à retomber sur ses pattes. Ces gens-là sont des chats, ils ont 1000 vies. Il faut leur reconnaître un talent rhétorique et idéologique exceptionnel. Et c'est pour ça que depuis 40 ans, ils nous dominent. C'est pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire croire que le problème fondamental de la France issue du 7 janvier, c'était l'islamophobie. Et que le danger le plus grand, c'était l'amalgame. Alors qu'il y avait des gens qui étaient morts. Là, j'avoue mon admiration. Je tire mon chapeau devant une telle subtilité rhétorique. Mais, si vous voulez, la réalité est très embêtante parce qu'elle est réelle. Ça, c'est un ennui de la réalité. Et donc, si vous voulez, on a eu exactement, vous avez remarqué, la même chose après les émeutes de 2005. À chaque fois, on retourne dans l'explication sociologisante et victimisante. Voilà. Et alors, je ne sais pas, si je sais votre question suivante, ne me demandez pas jusqu'à quand ça va tenir, je n'en sais rien. Je vous dis, à chaque fois, la réalité saute au visage et à chaque fois, jusqu'à présent, les maîtres de la pensée dominante retombent sur leurs pattes. Oui, alors tout ça est très intéressant, on va revenir sur le livre, mais c'est peut-être dû aussi au fait, Éric, que les médias, qui sont quand même un pouvoir idéologique, je parle des médias d'audimat, audiovisuel, tirent dans le même sens, et comme des feuilletons américains ont présenté un certain nombre de fois des présidents américains noirs extraordinaires, ont préparé un peu de manière virtuelle l'élection d'Obama, la réalité, de la possibilité de la réalité, est-ce que le monde virtuel des médias n'est pas en train de progresser et de s'imposer à nous et de réussir son pari? C'est, si vous me permettez, beaucoup plus profond que ça. Les médias sont un moyen, une arme essentielle de ce que vous décrivez. Mais si vous voulez, c'est un travail de sape, c'est tout le livre. C'est-à-dire comment, par une action culturelle profonde, à travers une culture populaire, c'est-à-dire des chansons, des films, des séries, vous parlez des films américains, des séries américaines et des séries françaises, même des matchs de football, même, vous voyez, des livres parfois même, comment on a façonné un esprit public, comment on a endoctriné tout un pays et tout un continent. Donc c'est très profond. Si vous voulez, je vous dis, là vous résumez, je ne peux pas résumer tout le livre. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un travail qui a mis des décennies et qui a commencé par une déconstruction, puis la dérision qui a sapé tous les fondements, et aujourd'hui on arrive à la destruction. C'est pour ça, pour revenir à votre question initiale, est-ce que j'aurais changé un mot? Non, je n'avais pas besoin de changer un mot, puisque tout était écrit, si j'ose dire. Alors, une question qui divise beaucoup ceux qui étudient l'évolution de la société française et de sa politique, c'est la question de l'orchestre clandestin. Est-ce que depuis 40 ans, tout ça est programmé, manipulé, ou alors est-ce que c'est des gens assez malins qui se servent de l'actualité pour aller dans leur sens et que comme ils pensent globalement que tout de même très majoritairement la même chose, ça les aide? Alors, la bulle, quoi. Oui. Est-ce que l'orchestre clandestin ou la bulle? Vous savez, je ne sais pas quoi vous répondre, parce que je ne pense pas au chef d'orchestre clandestin.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas des groupes qui se réunissent. On peut en trouver des tas, des groupes plus ou moins secrets, plus ou moins connus, des gens plus ou moins importants qui se réunissent. Ça va du siècle jusqu'à le fameux Bilderberg, etc. etc. Tout est possible. Mais il n'y a pas de chef d'orchestre. Ça, je n'y crois pas. Je pense que c'est beaucoup plus intelligent que ça, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a des minorités qui ont des idées, qui ont une idéologie, et qu'ils pensent qu'ils sont l'avant-garde du peuple. Et qu'ils pensent, c'est depuis Lénine, que l'avant-garde a le droit d'imposer au peuple sa révolution. Et que le peuple ne comprend rien, mais que ce n'est pas grave, il est là pour suivre. Le fond de l'affaire, c'est ça. Et il y a des gens qui... Alors après, il y a des alliances. Il y a des calendriers communs. Il y a des rencontres. Il y a des évolutions. Il y a des notabilisations. C'est-à-dire que le jeune révolutionnaire de 20 ans deviendra un notable à 40 ans, mais il continuera à faire avancer ses propres idées. Et il y a des systèmes de réseau. Tout ça est reçu. Tout ça n'a rien de mystérieux. Voilà. Donc, simplement... Il y a eu une histoire très simple qui est que, à partir des années 60, il y a un mouvement très profond dans tout l'Occident, parce que, j'explique tout ça très longuement, mais je ne vais pas le faire ici, il y a une révolution du capitalisme, il y a une révolution de la technologie, il y a une révolution des mentalités, etc. etc. Et dans ce cadre-là global, il y a des mouvements qui animent la jeunesse, une volonté révolutionnaire dans tout l'Occident. En France, elle prend, comme d'habitude, parce que nous revivons sans cesse nos journées révolutionnaires de 1789, là qui nous gouverne. Il faut bien que vous compreniez ça. Donc, si vous voulez, à partir de là, la liberté n'est qu'un mot pour imposer sa vision du monde. Si vous n'êtes pas dans cette vision du monde, vous n'avez pas de liberté. Si vous êtes dans cette vision du monde, vous avez la liberté d'imposer aux autres votre vision du monde. C'est tout. Alors, évidemment, c'est très difficile à avaler pour des Français qui se croient les porte-drapeaux de la liberté. Védrine a une très jolie formule, il dit « Nous ne sommes pas le pays des droits de l'homme, nous sommes le pays de la déclaration des droits de l'homme ». Je sais. Je trouve ça assez joli, mais c'est assez juste. Mais Hubert Védrine dit souvent des choses très justes. C'est un analyste extraordinaire que j'ai l'occasion de connaître. Et donc, je trouve cette formule excellente. Donc, les anglo-saxons ils ont tous les défauts de la Terre, mais ils sont les vrais pays de la liberté d'expression. Il ne faut pas leur enlever leur qualité. Vous savez, en fait, il y a dans les guerres de la Révolution et de l'Empire, parce qu'il faut revenir à ça, ces fondateurs, il y a un affrontement entre deux conceptions de la modernité. La conception anglo-saxonne, la conception française. Les deux conceptions ont leur grandeur. La conception anglo-saxonne, c'est la liberté, et donc l'inégalité. La conception française, c'est l'égalité, et donc pas de liberté. Ça ne veut pas dire, vous comprenez bien que ça ne veut pas dire que c'est les faire, hein, vous avez bien compris. Quand je dis pas de liberté, ça veut dire que le collectif doit l'emporter, c'est l'égalité. C'est les deux conceptions. Et l'affrontement entre l'Angleterre et la France napoléonienne, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on est en France, on est un des pays les moins libres de l'Occident démocratique. Nous avons un arsenal de lois que moi je qualifie de liberticide depuis la loi Pleven. Vous voyez, 72, je vous ai dit, la chronologie. Oui, dans votre livre, ça, on le voit très bien. Tout de suite, dès 72, au nom de l'antiracisme, au nom d'une conception suprême de l'humanité, immédiatement, on commence à verrouiller la liberté au nom de la lutte contre les discriminations, les stigmatisations. Ça commence avec la loi Pleven. Par exemple, vous savez, c'était le jeu de l'auteur du Camp des Saints, vous savez, ce livre qui racontait, vous connaissez tous ici ce livre, il l'a publié en Jean Raspail. Il l'a publié en 1973. Il l'a réédité il y a 2-3 ans. Et un avocat a fait le compte. C'est-à-dire que ce livre aurait pu être attaqué, je crois, des dizaines et des dizaines de fois. Alors qu'en 1973, il n'a pas été attaqué du tout. En 40 ans,
nous avons accumulé un corset de lois liberticides à partir de cette fameuse loi Pleven, encore une fois avec les meilleures intentions du monde, vous avez bien compris. C'est pour ça que je vous dis pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Ce n'est pas au nom d'un ordre rétrograde, conservateur, non, c'est au nom du progrès, c'est au nom de l'humanité qu'on corsette et on enferme la liberté de pensée et d'opinion. Je vous passe toutes les lois, la loi Guesso, les lois sur les discriminations, tout ça, on pourrait faire 1 heure là-dessus. Dès le début, dès 72. Et ça nous permet de... Des lois votées toujours à l'unanimité, pardonnez-moi. À l'Assemblée, toujours à l'unanimité. Qui nous permet de revenir sur les humoristes. Il est vrai que quand on prend certains sketchs de Desproges ou de Coluche, aujourd'hui, ils tomberaient comme un vulgaire Dieudonné sous le coup de la loi pour prendre l'évolution de ça. Ça aussi, c'est un moment très intéressant. En fait, il faut bien que vous compreniez quelque chose. Ces gens-là, dont on vante toujours le talent, etc., avec raison, et la liberté de ton, de propos, etc., avec raison aussi. Mais pourquoi ? Parce que, si vous voulez, j'explique ça dans le livre, il y a 3 grandes parties. Il y a les années 70, qui sont les périodes de la déconstruction. Dans les années 70, le pouvoir traditionnel, la France traditionnelle, paraît encore puissante. Et donc, il y a des jeunes gens qui donnent des coups contre cette vieille France. Mais cette vieille France, si elle est encore belle, la façade est encore belle, en vérité, elle ne tient plus rien. Vous comprenez ? L'Église ne censure plus. Le pouvoir gaulliste censure à la marge. Tout ça est monté en crème depuis. En vérité, ce sont des vrais libéraux. Et parce qu'ils ne se sentent plus en capacité d'imposer leur vision. D'accord ? Ces gens-là, ces jeunes rebelles, qui veulent démolir les vieilles institutions au nom du progrès, au nom de la liberté, au nom de l'antiracisme, au nom du féminisme, au nom de l'individualisme, etc., etc. À partir des années 80, c'est la deuxième partie du livre, là, ils commencent à prendre le pouvoir. Ils ont les médias, Canal+, ils ont les lobbies, le lobby homosexuel, le CRIF, les lobbies antiracistes, tout ça, ils commencent à s'organiser, ils commencent à prendre le pouvoir. Mais eux ne vont pas supporter l'opposition, ils ne vont pas supporter la critique, ils ne vont pas supporter la dérision qui leur a permis à eux de détruire l'ancien pouvoir. Et donc à partir des années 90, mais ils vont verrouiller tout ça. Terminé, fini de rire. Donc les Coluche, les Desproges, dont on parle tout le temps avec raison, c'est que simplement, ils ont été dans une période transitoire où le vieux pouvoir n'était plus assez puissant et où le nouveau pouvoir n'était pas encore assez puissant. Et donc, ils ont profité d'un moment de liberté extraordinaire, les années 70-80. Extraordinaire, qu'on ne verra plus avant longtemps. Parce que dans les années 50, la pruderie du vieux monde paysan catholique l'empêchait. Et dans les années 90, ce que moi j'appelle une nouvelle pruderie de l'ordre féministe, antiraciste, etc., l'empêche. Et il y a 20 ans où tout est permis. Et ça donne ça. Ça donne ces gens qui sont extraordinaires, parce que tout leur est permis. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, on va faire un peu le côté critique. On va revenir sur ce qu'on reproche le plus souvent à Éric Zemmour, pour qu'il réponde un peu. C'est vrai qu'on vous reproche... Non, on ne va pas passer la nuit avec moi, ça sera vite fait. On reproche ce côté misogyne. Alors, on dit toujours... mais c'est pas moi qui parle. J'ai le droit quand même de me faire le porte-parole de ceux qui ne sont pas en adoration devant Éric. C'est vrai qu'on vous reproche le côté un peu misogyne. C'est un combat difficile, mais vous le montrez bien. Le féminisme aussi a été dévoyé. Non, en fait, non, c'est pas exactement ça. C'est que, d'abord, il faut bien comprendre que dans la logique que j'ai décrite tout à l'heure de la guerre idéologique, on n'attaque plus des idées. Il faut bien comprendre. On catalogue moralement et affectivement. C'est-à-dire que celui avec qui on n'est pas d'accord n'a pas des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord. Non. Il est méchant. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est un jugement moral. Donc on ne me dit pas « vous avez tort »,
on me dit vous êtes misogyne, vous êtes homophobe, vous êtes raciste, vous êtes xénophobe, vous êtes islamophobe. Vous comprenez? Ce n'est pas des arguments, ça. C'est un jugement de valeur. Vous comprenez? On ne vous dit pas je vais démontrer que vous avez tort. Non. On vous dit mais qu'est-ce que vous êtes méchant? Mais ce n'est pas un argument. C'est ça, aujourd'hui, le débat d'idées. On ne débat pas sur la raison, on psychologise. Il est méchant parce qu'il a eu un problème avec sa mère. Non mais c'est ça. Il est méchant parce qu'il a des problèmes sexuels. Ils sont allés jusque-là. Il est très méchant avec les femmes, il a peur des femmes. Oh là là, c'est profond ça comme argument. Voilà, c'est ça. C'est ça aujourd'hui le débat idéologique et politique français. Oui, on est tombé très bas. Donc, la misogynie, c'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est en vérité? Si vous voulez, j'essaye d'analyser une situation, vous avez compris, comment on a déconstruit le vieux monde. Dans cette déconstruction, un élément essentiel, parce que je commence par ça, c'est la mort du patriarcat. Qu'on le veuille ou non, c'est un élément essentiel. On peut s'en réjouir, mais c'est essentiel. C'est-à-dire la loi du père. Et, comme dit Aldo Naori, le grand pédopsychiatre, à partir du moment où il n'y a plus de loi du père, il n'y a plus de loi. C'est quand même simple. À partir du moment où il n'y a plus de loi du père, il n'y a plus de limite. Parce que le père est là pour séparer la mère de l'enfant. Et la mère est là pour assouvir les besoins de l'enfant. À partir du moment où il n'y a plus le père pour lui dire « stop », il n'y a plus de limite aux besoins. Et donc nous sommes dans le caprice permanent. C'est pas de la misogynie. C'est pas détester les femmes que de dire ça. C'est pas avoir peur des femmes que de dire ça. C'est stupide. Enfin, moi, je trouve ça stupide. Au contraire, c'est magique. Une femme et une mère qui dit oui à son enfant. Je ne suis pas en train de dire que c'est stupide. Je ne suis pas en train de dire qu'elles ont tort. Non. Le problème, c'est qu'elles sont toutes seules. Et qu'on a détruit l'équilibre. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'essaye d'expliquer, sans tomber dans la théorie du complot qu'on me reproche tout le temps, qui est encore une fois une bêtise. J'essaye d'expliquer pourquoi ça s'est passé. Parce que c'est intéressant de savoir pourquoi. Ça aurait pu se passer autrement. J'essaye de comprendre et je trouve, dans des livres très intéressants, c'est notre cadre particulier, c'est-à-dire que nous, depuis 1789, nous parodions en permanence nos journées révolutionnaires. Nous faisons 1830, nous faisons 1848, nous faisons 1870 et nous faisons 1968. Et à chaque fois, nous imitons, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les jeunes de l'époque imitent les glorieux ancêtres. Et ça se repasse encore dans mai 68. Tout ça dans un cadre mondial. Les Américains ont eu des mouvements dans les années 60, tous les pays européens les ont eus, mais ils n'ont pas les mêmes discours, parce qu'eux, ils n'ont pas 89. D'accord. Maintenant, il y a donc un affrontement en 68, et d'ailleurs, ce qui est amusant avec le recul, c'est que le général de Gaulle, lui aussi, fait exactement comme ses adversaires. Il rejoue la Révolution française, il prend l'hélicoptère, il va à Baden-Baden, il rejoue Louis XVI s'enfuyant, mais simplement là, comme il a un hélicoptère, lui évidemment il ne se fait pas arrêter à Varennes. Et donc, oui, il était bête Louis XVI, il n'avait pas pensé à l'hélicoptère. Il n'était pas très malin ce roi. Et donc lui voilà, il rejoue ça lui aussi. C'est ça qui est magnifique dans mai 68. Il y a un côté parodique. Il y a un côté parodique des deux côtés. Et consciemment, tout le monde est conscient qu'on joue quelque chose, qu'on joue une parodie des grands ancêtres. Voilà, ça c'est une première. Et d'ailleurs, parenthèse, les ancêtres eux-mêmes en 89, comme l'explique très bien Marx dans le coup d'État du 18 Brumaire, jouaient eux-mêmes des parodies du temps de la République romaine. Ça, c'est une parenthèse. Donc on ne cesse, en fait, sans cesse de se rejouer des histoires du passé. Bon. Et puis, arrive une histoire qui, là, est neuve, c'est-à-dire que, normalement, les révolutionnaires gagnent et ils doivent prendre le pouvoir. Et là, la révolution s'effondre parce que c'est une catastrophe. D'accord ? Et donc, il y a Bonaparte ou il y a Staline, c'est-à-dire une réaction pour remettre de l'ordre. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les révolutionnaires perdent. C'est De Gaulle qui gagne. C'est Louis XVI qui gagne. Parce qu'il est De Gaulle, évidemment, c'est autre chose. Et c'est Pompidou qui gagne. Donc, c'est l'ordre gaulliste. Et en fait, on s'aperçoit, c'est ça la thèse du livre, que ça a été la chance des perdants de perdre. Et oui, comme ils ont perdu, ils ont pu pourrir le vainqueur de l'intérieur. Et ils ont miné de l'intérieur ce pseudo-vainqueur.
Et tout de suite, on voit, dès que De Gaulle a le dos tourné, et même déjà avant De Gaulle, ça avait commencé sous le général, il y avait des petites traces qui étaient mises, et ça prend un essor fou après. C'est pour ça que mon livre commence en 1970. Mais je n'exonère pas De Gaulle de tout, au contraire. D'ailleurs, le simple fait, il y a beaucoup de rapatriés d'Algérie, je me suis longtemps interrogé sur cette histoire. C'est passionnant, cette histoire. Au-delà de la douleur, des cas humains, etc., qu'on connaît tous, évidemment, nos parents, nos grands-parents, etc. Mais au-delà de ça, sur le plan de l'histoire, c'est tout à fait étonnant. Voilà le général de Gaulle. Qu'est-ce qu'il incarne? Il incarne la France, il incarne celui qui se bat jusqu'au bout contre l'envahisseur, il incarne les valeurs héroïques de la France. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait le contraire. C'est-à-dire qu'il range le drapeau alors qu'il a gagné la guerre. Et pourquoi il fait ça? Il ne fait pas ça parce que c'est un lâche. Il ne fait pas ça parce que c'est un collabo. Non, au contraire. Il fait ça parce qu'il pense que c'est l'intérêt de la France. Donc c'est-à-dire qu'il renonce à ce qu'il incarne pour ce qu'il pense être l'intérêt de la France. Et les types qui s'opposent à lui, ils passent pour des fascistes, c'est le contraire. C'est eux les vrais gaullistes. C'est-à-dire que c'est eux qui lui disent non, les valeurs que tu défends toi, ce sont les valeurs héroïques de la France. Donc battons-nous et restons. Vous voyez déjà le premier front renversé. Le deuxième front renversé, pourquoi il fait ça? Parce qu'il pense qu'il ne peut pas y avoir colomber les deux mosquées. Vous connaissez tous ce mot. Évidemment, la seule question qui compte pour le général de Gaulle, elle est démographique. Parce que le général de Gaulle, contrairement aux nains qui nous gouvernent depuis des années... Non, excusez-moi. Il sait que l'histoire est déterminée par la démographie. Les Américains ont une très jolie formule, ils disent « la démographie, c'est le destin ». Donc voilà, il le sait. Et donc il est obsédé par ça. Dès 1962, quelques mois après l'indépendance, il commence à dire au Conseil des ministres qu'il y a trop d'Algériens qui viennent en France. Quelques mois après. En fait, il a donné l'Algérie au FLN parce qu'il ne veut pas que les 10 millions d'Algériens soient français. C'est la seule raison. Et en face, les gens qui passent pour d'infâmes fascistes et racistes aux yeux de la gauche, c'est le contraire. Eux, c'est les plus universalistes. Paradoxe extraordinaire. Eux croient que les 10 millions d'Arabes peuvent devenir français et peuvent s'intégrer à la France. Et c'est eux qui passent pour des fascistes et des racistes. Deuxième paradoxe. Non mais, c'est extraordinaire. Et troisième paradoxe, c'est qu'en arrêtant la guerre d'Algérie, De Gaulle choisit la prospérité économique. Voilà, il dit, on ne va pas se trimballer 10 millions de pauvres qu'on va devoir porter à bout de bras et qui vont empêcher le développement économique de la France. Il a l'exemple à l'époque, les technocrates lui montrent les Pays-Bas qui se sont débarrassés de l'Indonésie et la croissance a explosé. Et donc il se dit on va faire pareil. Et ça marche. La croissance économique dans les années 60 est formidable. Sauf que mai 68, qu'est-ce que c'est? C'est une révolte matérialiste, c'est une révolte consumériste. Donc c'est les enfants de ce choix économique et consumériste du général de Gaulle qui vont l'abattre. Vous voyez, tout ça s'emboîte incroyablement dans cette histoire. Et donc, après, ces gens-là qui sont donc les vaincus, en fait, ils vont devenir les vainqueurs. Et toute l'histoire du livre, c'est comment les vaincus vont retourner leur défaite pour détruire le régime qui les a vaincus et pour détruire la France qui les a vaincus. Et donc, il n'y a pas de complot, vous comprenez. Il y a des jeunes gens qui sont le plus souvent à l'extrême gauche. Il y a aussi, d'ailleurs, de l'autre côté, des libéraux, c'est-à-dire des gens qui croient que l'économie doit être beaucoup plus libérale, que l'État doit se retirer, qui croient souvent en l'Europe, en la grande Europe, que la souveraineté nationale doit se coucher. Et là, il y a une alliance objective qui va se mettre en place petit à petit. On le voit. Je vais vous donner un exemple qui m'amuse beaucoup parce que je suis souvent dans cette polémique. Quand on dit, vous savez, pour l'école, quand on dit il faut supprimer les notes, tout ce discours pédagogiste, etc. Nous tous ici, on voit ça comme, évidemment, un discours de gauche qui, toujours de bisounours, qui ne veut pas de sanctions, etc. Et on a complètement oublié ce que nous balancent très pertinemment les défenseurs des pédagogistes, c'est que ce n'est pas l'extrême gauche qui a commencé ça. C'est Alain Peyrefitte.
sous le général de Gaulle, ministre de l'Éducation nationale. C'est les ministres du général de Gaulle qui ont commencé le travail mis en place et continué pendant 40 ans. Et pourquoi ils le faisaient ? Il faut lire, je le cite longuement parce que c'est un livre extraordinaire, Le mal français d'Alain Perfit. Il faut lire cette conversation incroyable entre Alain Perfit et Georges Pompidou. C'est pas Ségolène Royal et Najat Vallaud-Belkacem. Hein. Il y a évidemment. Non, intellectuellement, c'est pas ça, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais il faut un peu s'accrocher, quoi. Bon, c'est évidemment. Qu'est-ce que disent ces deux normaliens ? C'est absolument passionnant. Perfit lui dit, en fait, le drame français, c'est qu'on est des catholiques, de religion ou de culture, vous avez bien compris. C'est-à-dire des paysans, avec l'État, avec l'égalité, et qu'on n'est pas des protestants. Voilà, c'est ça. La grande idée des élites françaises depuis 1815, c'est mais pourquoi on n'est pas été protestant ? Pourquoi Louis XIV a viré les protestants ? Mais quelle connerie ! C'est ça que disent les élites françaises depuis 2 siècles. Et Perfit reprend ce discours-là. Pourquoi on n'est pas protestant ? On serait libéraux, on serait commerçants, et on serait beaucoup plus souple dans les notes. Qu'est-ce que c'est que ces rigueurs ? C'est Perfit. C'est le même discours. Et ce discours-là, auquel va s'opposer Georges Pompidou, au nom de la France, au nom de l'État. Il dit à un moment, il dit, vous savez, je ne sais pas si les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, mais les jeunes doivent avoir oublié, et pourtant c'est fondamental, le discours de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas en 1969. Et Pompidou dit à Perfit, très énervé, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'a pas prononcé une fois le mot nation, une fois le mot État ? On dirait que ça lui écorche la gueule. Il est furieux. Il est furieux. Vous voyez, les deux logiques, la logique libérale, la logique étatiste. Et cette logique libérale va rencontrer la logique gauchiste, si vous voulez, qui, eux, veulent détruire la culture bourgeoise par haine de la culture française, par haine de la France, avec des libéraux qui disent « mais oui, il faut arrêter, là, il faut être américain, il faut être technicien, il faut être moderne, on ne va pas embêter les enfants avec Baudelaire, et voilà, il faut leur apprendre la technologie moderne, et puis il faut leur apprendre à être des commerçants, et puis à être dynamiques, et puis à être audacieux. » Vous voyez, la rencontre des deux. Le résultat, vous l'avez sous les yeux. Alors on a évoqué le rôle de l'école, on peut y revenir un peu. C'est vrai que moi je suis toujours stupéfait de la profusion des magazines qui parlent de l'histoire aujourd'hui. Il y a des dizaines de magazines spécialisés qui parlent de l'histoire, certains consacrés à Louis XIV, d'autres à Napoléon pour les plus connus, et comme si ils avaient bien compris qu'il y avait un besoin d'aller vers ce qu'on ne nous enseigne plus. Mais si vous voulez, là, on ne peut pas parler de complot, mais on peut parler d'agenda. Il faut enlever aux Français la mémoire de la France. Et là, une fois de plus, c'est la même alliance. Les uns, c'est au nom de l'Europe et de la modernité, qui ont bien compris que si pour devenir européen, il fallait oublier d'être français, parce que sinon ça ne marche pas, on est trop français, on est trop imprégné de notre culture, on est trop imprégné de notre histoire, et puis on a des réflexes, etc. Bon. Et les autres, c'est parce que l'extrême gauche, pour eux, la France, l'histoire de France n'est qu'un tissu de crimes. Que les Français sont un peuple de criminels, colonisateurs, pire que les nazis. Voilà, ça, vous avez les deux camps. Et ces deux camps se tiennent la main depuis 40 ans. C'est assez simple à comprendre, en vérité. Donc il faut ôter l'histoire de France de la mémoire des Français. Je vais vous raconter une anecdote, et je ne donnerai pas de nom. J'étais, il y a quelques années, dans un débat chez Tadei, vous savez, sur la 3. Et j'ai eu un affrontement très dur avec un historien, un sociologue, qui défendait l'antiracisme militant, le multiculturel et le vivre ensemble, etc. Et je crois que j'ai été assez violent, assez dur avec lui. Donc il était un peu furieux, parce qu'il y a un côté, qui touche à la vanité de chacun d'entre nous quand on est à la télévision et quand il y a ces joutes. Vous savez, c'est comme dans la cour de récréation. Là, on redevient les petits garçons de 10 ans et il faut que le sang coule. Et donc, le sang avait coulé, il était furieux. Et donc, il m'attrape par le bras, comme ça,
on allait à la salle de maquillage, et il me dit, de toute façon, tu peux dire ce que tu veux, on s'en fout, on tient les programmes scolaires. C'est une histoire extraordinaire, je peux vous dire. Et ça, c'était il y a 3-4 ans. Et quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, Najat Vallaud-Belkacem qui dit on va tout changer, laïcité, autorité, c'est du baratin. Vous avez bien compris que c'était un rideau de fumée. À qui elle va donner cet argent, les 800 millions, je ne sais pas quoi? Elle va donner cet argent à la Ligue de l'enseignement laïque. La Ligue de l'enseignement laïque, c'est depuis 40 ans le fond du multiculturalisme diffusé par l'école. C'est-à-dire que soi-disant, il est laïque, c'est plus Jules Ferry. Hein. C'est comme le syndicat des instituteurs. Ils étaient communistes avant. Aujourd'hui, ils défendent la théorie du genre. Ils défendent le multiculturalisme. Les enveloppes sont restées les mêmes. Ce qu'il y a dedans, c'est plus la même chose. C'est ce que j'explique dans le livre. La transmutation de tous ces gens. Il faut bien comprendre ça. On n'a plus affaire aux mêmes. Ils ont les mêmes noms, c'est ça qui nous trompe. Mais l'idéologie dedans n'est plus la même. C'est pour ça que vous verrez dans le livre, je rends même un hommage paradoxal à Georges Marchais. Vous verrez, il y a un chapitre, si vous l'avez lu, sur Georges Marchais. Parce que Georges Marchais, il y a un moment où, dans toute cette histoire, il comprend ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il comprend que lui, qui se croyait le vainqueur avec les gaullistes, il est dans le même sac, la même poubelle de l'histoire que ses grands adversaires et ses grands alliés en même temps gaullistes. Il le comprend en 80, 81, il comprend tout. Je raconte ça dans le livre. Et il y a un moment où il est exactement le dernier défenseur de la France traditionnelle, lui, le communiste révolutionnaire. C'est un moment assez fou dans l'histoire de France. Comme une partie de la classe ouvrière, d'ailleurs. Mais évidemment, mais depuis, d'ailleurs, les ouvriers votent Front National. Voilà. Marchais, il a été vaincu, et donc tout a basculé. Mais si vous voulez, toute cette histoire-là, depuis 40 ans, il faut bien comprendre, ça s'est passé, il y a eu, et vous verrez dans le livre, parce que la chronologie parle tout le temps. C'est pour ça, ça m'a amusé votre première question, l'attentat contre Charlie Hebdo. Oui, dans 10 ans, on comprendra bien tout ce que je viens de vous dire. C'est dans la suite logique, la chronologie parle. Alors, moi, il y a quelque chose qui me frappe et qui est souligné à plusieurs reprises dans votre livre, c'est la sémantique. L'évolution sémantique, on nous impose. Aujourd'hui, maintenant, les journalistes, chers confrères et néanmoins amis, n'arrêtent pas de dire le mot le plus à la mode, c'est dérapage. Quand quelqu'un dit quelque chose que ne pense pas un certain nombre de dominants ou de journalistes, c'est un dérapage. Donc, je suis le roi du dérapage. Le roi du dérapage. L'empereur absolu. Schneiderman a dit que j'étais un dérapage sur pattes. Le Napoléon du dérapage. Et quand je dis Napoléon du dérapage, ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir, pas à vos ennemis, parce qu'ils préfèrent de loin Waterloo à Austerlitz. Bah oui. Hein, oui, hein. C'est drôle ce que vous dites quand vous parlez de dérapage. Il y a une très jolie formule de Philippe Muret, vous savez, le regretté Philippe Muret, qui disait, en parlant des bien-pensants, ils ne peuvent jamais déraper, ils sont la glace. Donc dérapage, mais ça n'est qu'un exemple, il y en a d'autres. Bien sûr. Moi j'ai vécu de l'intérieur, parce que je suis un vieux journaliste, comment a été imposé, sans que ça soit dit vraiment, l'expression jeune, pour ne plus préciser l'identité ethnique d'un certain nombre d'agresseurs à Paris. On nous a imposé, mais pas imposé en disant à partir de demain, dans la rédaction de Radio Monte-Carlo où j'étais, on dira jeune. Si vous disiez jeune, issu de machin, on commençait à vous regarder de travers. Et le milieu est très important, et l'autocensure très importante. Ça nous amène à parler, bon, vous le dites dans votre livre aussi, c'est vrai qu'on est glissé, moi quand j'étais plus jeune, on parlait de l'Holocauste. Aujourd'hui, plus personne n'emploie le mot de l'Holocauste, on ne parle plus que de Shoah. Exactement. Alors, ça c'est très important, il y a deux choses. Il y a deux choses qui s'emboîtent comme des poupées russes l'une dans l'autre. La première, c'est que, et ça c'est le génie des communistes qui avait été très bien dénoncé dans 1984, c'est-à-dire que les mots veulent dire le contraire de ce qu'ils disent vraiment. C'est-à-dire, vous vous souvenez, dans 1984, liberté, ça voulait dire esclavage, paix, ça voulait dire guerre, et on apprenait aux gens des mots qui voulaient dire le contraire de ce qu'ils disaient auparavant. Tout le travail, le lavage de cerveau par les communistes repose là-dessus. Et nous avons des enfants des communistes, il faut bien comprendre ça.
Nous avons les antiracistes, les féministes, tous ces gens-là sont des enfants des communistes. Ils ont repris les mêmes méthodes. Donc ça, il faut bien, ça c'est une première chose. Et donc, les mots, ils nous font la guerre des mots. C'est-à-dire que les mots sont des armes de guerre et ils les imposent pour imprimer dans le cerveau des gens l'idéologie qu'ils défendent. Donc effectivement, vous avez raison, dérapage, donc vivre ensemble, donc vous voyez, tous ces mots-là ont un sens pour eux, qui n'est pas le sens de la réalité. Et deuxièmement, justement j'en arrive là, c'est le nominalisme. C'est-à-dire qu'ils nomment pour ne pas décrire, ils nomment pour effacer. C'est-à-dire que les mots servent à effacer la réalité. Voilà. Ça, on l'a bien vu. Après Charlie, c'est la même chose, tout ça. C'est pas d'amalgame. Voilà. Le danger, les types tuaient, je ne sais pas, 15 personnes, et non. Le danger, ce n'était pas eux, c'était pas la mort de ces types. Non, c'était l'amalgame. Quand on y pense, c'est extraordinaire. Donc le nominalisme, on nomme quelque chose qui n'existe pas pour lui donner une réalité qu'il n'a pas. Vous allez me prendre pour un fou, hein, mais il faut bien que vous compreniez, que vous êtes l'objet d'une guerre idéologique et que l'idéologie, c'est une guerre et que c'est une guerre des mots justement et que les mots ont un sens et que quand on vous impose des mots, eh ben, votre cerveau en est changé et donc votre vision du monde en est changée. Et c'est pour ça que moi, je passe mon temps à être traité comme ça. C'est parce que justement, la première chose que je fais, c'est la guerre des mots. C'est-à-dire que je prends les mots qu'ils disent, je dis non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça n'existe pas. C'est un travail, ils n'ont pas l'habitude de ça. Donc je dérape, évidemment, puisqu'ils sont la glace. Merci. Alors, quand on est justement, on va venir à un autre sujet très important, mais qui est lié. Quand on est dans ce que vous avez décrit assez justement de guerre des mots, on essaye d'imposer les idées par sémantique, est-ce qu'on peut vraiment défendre la liberté d'expression ? Mais la liberté d'expression, si vous voulez, c'est un mythe. Vous avez bien compris. C'est évidemment un mythe. En fait, nous vivons depuis 2 siècles, non pas sous le régime de la liberté d'expression, non pas sous cette phrase galvaudée de Voltaire, dont on n'est même pas sûr d'ailleurs qu'il l'ait prononcée, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai ou je mourrai, ça dépend des versions, pour que vous puissiez le dire. Non. La vraie phrase fondatrice de la modernité, en particulier en France, c'est la phrase de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est cette phrase